Belabim, ça s'ouvre sur un adolescent de 15 ans qui s'adresse à son avocat et qui, pendant les 110 pages du roman, va le dérouler, en tout cas va sortir ce qu'il a dans les tripes et nous aider à comprendre pourquoi il est face à un avocat et plus tard face à un psychiatre. Est-ce qu'on peut déjà commencer par le titre de l'ouvrage, Belabim, cet oxymore, comment un abîme peut être beau? Qu'est-ce qui t'a inspiré ce titre-là? Alors, c'était pas le titre initial du manuscrit. Je vous le donnerai plus tard en fonction de comment peut-être on va progresser la rencontre. Ouais. Mais c'était une façon pour moi à la fois de trouver un titre intriguant, donc ce qui est important, et également c'était une façon de désigner les personnages principaux, qui sont des beaux personnages, mais qui finissent abîmés par le contexte dans lequel ils vivent. Donc tu as parlé d'un adolescent qui est aux arrêts. En effet, c'est un adolescent qui a commis des actes graves, répréhensibles, et on va comprendre que malheureusement, son destin, sa vie aurait pu être beaucoup plus belle que ça si on lui avait offert l'espace et l'attention qu'il mérite, hein, comme l'ensemble des jeunes, d'une façon générale. C'est aussi une façon de désigner son alter ego dans le roman. Et également pour désigner l'endroit où se passe l'histoire. Donc c'est la Tunisie contemporaine, qui est un beau pays avec énormément de choses vraiment merveilleuses, mais qui est abîmé par des années de mauvaise gouvernance, de personnes qui se succèdent à la tête de ce pays et qui sont incompétents. Et voilà, donc c'était une façon de désigner énormément de choses dans le livre, à la fois les personnages, à la fois le lieu. Et le dernier truc, vraiment, la cerise sur le gâteau, c'est aussi un clin d'œil à ma maman, parce que Belle Amie de Maupassant est un de c'est son roman préféré. Okay. Et donc c'était aussi un petit clin d'œil pour elle, parce que beaucoup de personnes, quand ils parlent, ils disent lisez Belle Amie, après ils se rattrapent et ils disent Bel Abîme. Donc voilà, c'est un peu... Alors avant de découvrir, on ne va pas tout dévoiler, mais les raisons justement qui ont motivé cet adolescent à faire des actes entre guillemets répréhensibles, on peut d'ores et déjà affirmer qu'à la lecture de l'ouvrage, il y a un sujet qui revient, qui est quand même le fond de l'histoire. C'est une histoire de violence. La violence dans laquelle ce jeune homme baigne, la violence qui gangrène la société tunisienne, dont il est victime. Et si tu le permets, je vais lire un petit extrait. Je t'en prie. Et avant de lire le petit extrait, je suis tombé sur une image où j'ai fait une fois une association d'idées. Dès que j'ai vu l'image, j'ai pensé à Belabim. Je veux que tu me dises, est-ce que ça te parle? Alors, ouais, anger transference. C'est voilà, c'est quelqu'un qui se fait, je pense, remonter les bretelles par son boss. Il rentre bien énervé, donc il transfère ça à sa femme, qui gronde son enfant, et l'enfant, il finit par gronder le chat. Voilà, et le chat, il va certainement trouver une souris après, et voilà, et la souris un bout de fromage, et voilà, après on n'en sort plus. Voilà, et l'extrait que je vais lire en rapport avec cette image, c'est quand justement dans le roman, l'adolescent nous parle de cette violence, et qu'il dit « Mes potes du quartier et moi, nous n'étions pas les seuls à nous prendre cette déferlante de violence. J'ai l'impression que c'est une folie contagieuse. Celui qui l'attrape, il la refile promptement aux échelons inférieurs de la hiérarchie sociale. C'est une avalanche qui naît dans les sommets, qui déboule, qui s'abat sans retenue, et la vague finit tôt ou tard par vous atteindre. Personne ne s'interpose, ne fait barrage, ne digue. Et plus vous êtes en bas, plus la vague est grosse, plus vous morflez. Au plus bas de l'échelle, il y a nous, les enfants du peuple. Et même les enfants n'étaient pas le terminus de la cruauté. Ils réussissaient à trouver plus faible qu'eux pour déverser ce qui les dévastait, enfants plus petits, animaux, insectes. Donc ça, toi, c'est ce que tu as perçu de la société tunisienne. Tout à l'heure, tu nous as dit ce qui était l'origine de l'écriture de Belabim, ce qui t'a motivé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de comment tu vois la société tunisienne sur cet aspect-là?
En fait, la société tunisienne, tu vois, ce qui est magique avec ce que tu me présentais, c'est que c'est des... Voilà, on a là, je crois qu'on est en Angleterre, hein, ou on est aux États-Unis, je sais pas, mais en tout cas... États-Unis, voilà, voilà, c'était aux États-Unis dans les années 50. Alors, certainement que... il y a un virage qui a été pris, mais en tout cas, en France, il a été pris, même si la condition de l'enfant, elle reste toujours préoccupante. Il ne faut pas croire, on parle souvent des conditions de femmes en France, des femmes qui sont battues et même tuées par leurs conjoints. Mais la violence faite aux enfants, elle est du même acabit et on est sur le même ordre de grandeur. Mais il n'empêche qu'en France, il y a eu un virage avec des personnes qui ont sensibilisé le grand public à la psychologie de l'enfant. Ils lui ont dit l'enfant, c'est pas un mammifère à nourrir et à torcher, ça ne s'arrête pas là. C'est un projet à part entière. C'est le temps qu'on lui accorde pas quand il est petit. Et ben en fait, on doit le lui consacrer plus tard pour résoudre des problèmes encore plus graves. Je cite par exemple Dolto parmi les personnes qui ont réussi à changer la donne, en tout cas en France. En Tunisie, on est toujours dans cette violence envers les enfants. La baffe, elle est assez facile. Si bien que l'UNICEF, à l'époque où j'écrivais Belabim, parce que j'ai commencé à quand même à m'intéresser d'un point de vue, on va dire scientifique au sujet, j'ai essayé de récolter les statistiques, de comparer mon ressenti avec vraiment le contexte global. Et l'UNICEF, il classe la Tunisie au 3e rang mondial dans les violences faites à l'enfant dans le cercle familial. C'est une violence verbale, c'est une violence physique à laquelle on s'habitue et on finit par l'accepter. Au moment où j'écrivais le livre, par exemple, c'était drôle parce que je regardais un influenceur tunisien sur les réseaux sociaux qui était bien suivi et qui a posé une question à sa communauté. Il a dit quelle est la chose la plus drôle avec laquelle vos parents vous ont tapé? Donc on peut se dire mais cette question elle est incongrue déjà. Quelle est la chose la plus drôle avec laquelle vous avez été tapé par vos parents? Et il y avait des réponses qui montraient une grande créativité justement dans le domaine. C'est-à-dire il y en avait un qui disait ma mère, paix à son âme, m'a déjà lancé une couscoussière dans la tronche. Mon père, que Dieu me le garde, m'a déjà donné des coups de ceinture. Ma mère, que Dieu me la garde, m'a mis déjà de l'harissa dans la bouche. Et plein d'autres de choses diverses et variées. On ne va pas les passer toutes en revue. Ça montrait justement du coup qu'en fait on pouvait prendre n'importe quoi qui se trouvait sous la main et le jeter à la tête d'un enfant. Et surtout que ces enfants, il n'y en a aucun qui en voulait à ses parents parce qu'ils avaient tous un mot derrière qui disait ma mère que Dieu me la garde, mon père. Et en fait, on est avec ça et on ne le conteste pas parce qu'on se dit que c'est notre destin, c'est comme ça. Et on dit même ça m'a pas fait de mal, je suis là, je suis bien. Voilà, mais en fait, plus tard, malheureusement, on est habitué au despotisme déjà dans l'univers familial et on s'accommode de celui qu'on trouve plus tard dans les institutions, dans l'école, voilà. Quand nous, on s'est fait déjà et il y en a encore qui se font déjà défoncer par des profs. Mais et on trouve même dans certains pays qui ont fait un autre pari qui disent c'est dommage à l'époque on pouvait mettre les enfants à leur place quand il fallait. Je pense qu'on prend pas la chose de la bonne façon. Je pense que voilà il faut encore plus de douceur dans les cas même les plus complexes. Et je pense aussi ce qui te tient à cœur c'est plus de considération parce que quand on a fait la rencontre avant-hier, ça c'est quelque chose que j'ai noté. Ce que tu disais beaucoup à ces jeunes lycéens et collégiens, c'est qu'on ne les écoutait pas assez. Et ce qui est la jeunesse ici, on considère qu'un enfant, en fait, sa parole, elle n'a pas de valeur. Oui, nous, on a une flopée d'expressions. Quand je suis avec des Tunisiens, je m'amuse à les citer pour inciter l'enfant à se taire. On a des expressions diverses et variées qui te somment de ne pas faire de bruit, ne pas... Voilà. Déjà qu'un enfant n'a pas confiance en lui, un adolescent non plus, et que quand il cherche ses mots, il se trouve ridicule. Et si en plus on est là pour le déstabiliser et pour l'enfoncer encore plus, c'est pas forcément bon. Donc oui, il faut les inciter à parler, il faut les inciter à lire, à se construire.
Et moi, j'ai du plaisir à les voir. Je ne suis pas du genre à dire que les nouvelles générations font moins bien que les anciennes, parce que quand on prend le temps justement d'échanger avec eux, on se rend compte que voilà, ils sont épatants, vraiment épatants, et beaucoup plus ambitieux dans la vie que les adultes qui se sont dit depuis longtemps, bon, le monde il est comme ça, et on n'y peut rien. Il y a encore des enfants qui ont des rêves qui peuvent nous transcender. Il faut vraiment peut-être qu'on les fréquente un peu plus, qu'on les entende un peu plus, pour qu'on revienne à quelque chose de plus simple. Quand on parle, par exemple, un enfant de 10 ans, on lui dit qu'il y a la guerre, il ne comprend pas. Il dit il faut que ça s'arrête. Mais un adulte, il va lui dire non, c'est beaucoup plus complexe que ça, on ne peut pas s'arrêter, il faut remonter l'histoire, il faut lire. Mais en fait, non, en réalité, c'est possible. C'est possible d'écouter ces voix. Et est-ce que tu peux éclairer notre auditoire sur un point que moi-même j'ai découvert en t'écoutant avant-hier? C'est il est aux arrêts, donc il attend son jugement, et il est face à un avocat et un psychiatre qui sont là pour le questionner, pour essayer de comprendre ses motivations. Et en tant que non-tunisien, on va dire, c'est un aspect que je n'avais pas saisi. Oui, alors en fait, il y a tout un jeu autour de ce qui est nommé et ce qui ne l'est pas. Donc on a un jeune adolescent, qui est aux arrêts, qui n'est pas nommé tout le long du livre. C'est lui qui s'exprime. Le livre est un dialogue qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire on entend tout par la voix de cet adolescent. Ses interlocuteurs, ils sont présents, mais on les écoute, on les entend pas. C'est à la façon qu'a cet adolescent de répondre qu'on les imagine, qu'on imagine les questions qu'il pose. Et donc, cet adolescent anonyme s'adresse à deux personnes qui sont bien nommées, Maître Bakouche et Docteur Latrache. Alors, Latrache, c'est un prénom, c'est un patronyme qui est assez répandu en Tunisie. Si bien que c'est pas non plus vraiment extraordinaire de trouver un psychiatre qui s'appelle Latrache. Sauf que Latrache, en réalité, veut dire le sourd. Et l'avocat qui est venu le défendre, il s'appelle Maître Bakouche. Et donc Bakouche, ça veut dire le muet. Et c'est pareil, c'est un patronyme qui existe et qui est répandu en Tunisie. Donc c'est pas des Maîtres Bakouche, j'en connais. Donc ça augmente un peu le cynisme autour de la condition de ce jeune qui est écouté par un sourd et qui est supposé être défendu par un muet, et qui est amoureux de Bella. Et donc Bella, c'est la beauté, c'est tout ce qu'il chérit, tout ce qui représente quelque chose de noble à ses yeux. Après, il y a la figure du père, qui s'appelle donc le père, il y a la mère, il y a le frère. Et donc il y a des concepts, des relations, des gens qui sont nommés, d'autres pas. Et tout ça, ça fait sens pour moi, parce que la relation qu'il a avec ses parents, son frère, sont un peu symboliques de tout de ce qu'on peut vivre. Et c'est bien que tu me fais les transitions à chaque fois, parce que là, je l'ai passé à Bella, qui est quand même un des éléments importants de l'ouvrage, dont on va essayer de ne pas dire grand-chose. Mais en tout cas, c'est l'une des motivations de ces actes. Et on commence à découvrir Bella au chapitre 6. Oui. Et il dit, Bella, vous voulez que je vous dise qui était Bella? Bella était mon amie. Bella était mon amour. Bella était tout ce qui a compté et qui ne comptera plus. Donc, dans cette violence, dans ces actes, il y a la violence qu'il subit au niveau de la société, dans toute sa jeunesse, qu'il a, entre guillemets, appris à accepter, mais Bella, c'est un peu le déclencheur. Donc finalement, c'est une histoire d'amour un peu contrarié. Oui, c'est une histoire d'amour contrarié, c'est une histoire tragique, hein, un peu à la Roméo et à la Juliette. C'est un amour que les autres n'acceptent pas, qu'ils vont tout faire pour le détruire, pour le décrédibiliser. Mais quand on est adolescent et quand on est amoureux, je pense qu'on est prêt à tout, on est un peu fou. Et c'est ce que ce garçon finit par faire, c'est de sombrer dans la folie. Dans la forme de l'ouvrage, parce que là on comprend un peu le déroulé de l'histoire, et puis après la lecture, on verra en tout cas tous les ressorts.
Dans la forme de l'histoire, il y a deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est que c'est quand même un ouvrage qui est très très drôle. Donc je ne sais pas d'où ça t'est venu de parler comme ça de la violence, mais en mettant autant d'humour. J'ai notamment en tête la scène que tu décris du père qui ne s'occupe pas de sa famille, mais qui chérit sa voiture, oui, et qui fait ce rêve, voilà, tous les peut-être pas tous les soirs, mais il rêve que sa voiture disparaît, et puis il se réveille en sueur au beau milieu de la nuit, et en slip, il va dans le garage pour vérifier que la voiture est bien. Je pense que c'est un rêve que quelques hommes font en réalité. C'est vrai, hein. C'est un rêve assez répandu chez les hommes qui achètent des grosses voitures. Voilà, c'est qu'ils la gardent dans un parking et après ils tournent, ils ne la trouvent pas. C'est un rêve qui les fait paniquer. Il y a des rêves comme ça qui sont très partagés, hein. C'est bizarre, hein. Le rêve de marcher pieds nus ou le rêve de se retrouver toute nue dans un espace public. Il y a comme ça des rêves qui sont communs et ceux qui sont omnubilés par les grosses voitures et qui s'endettent beaucoup pour en avoir. Mais en fait, ils sont toujours en train d'y penser tout le temps. Est-ce qu'elle est bien garée? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'on est rentré dedans en ayant voilà, du sable sous les chaussures, etc. Et le père, c'est quelqu'un, oui, qui chérit sa voiture et qui fait ce cauchemar donc de la garer, de ne plus la retrouver. Et pour se rassurer, il descend au milieu de la nuit pour vérifier qu'elle est bien au garage. L'humour est quelque chose de très répandu dans la société tunisienne, et je pense que c'est venu avec des années de tyrannie, de manque de dialogue, et c'était une soupape pour nous, pour dédramatiser notre situation, tourner en ridicule nos gouvernants, continuer à vivre, parce que rire, c'est pour moi, c'est fondamental. Si on pouvait passer notre vie à rire du début jusqu'à la fin, je pense que ça peut être pas mal. Donc il était important pour moi d'évoquer des choses qui sont graves, mais d'offrir aussi au lecteur des moments où il va rire de cette absurdité. Et il y en a beaucoup, des situations absurdes qui prêtent à rire. Et pour parler du style du roman, justement, on sent cette rage qui anime cet adolescent, tout ce qu'il a dans les tripes et qu'il a besoin de sortir, ce qui donne un langage très bref, très percutant dans ses phrases, très, je dirais pas agressif, c'est pas le bon terme, mais en tant que lecteur, on se sent vraiment interpellé. Par contre, une remarque qui est revenue, qu'on a eue avant-hier, c'est du coup le langage très cru, certains disent vulgaire. Est-ce que tu peux expliquer tes motivations d'avoir voulu lui donner ce langage-là? Est-ce que tu me permets de lire la première phrase, peut-être la première page, pour illustrer un peu ça? Alors, je vous lis le début. Hein. Maître Bakouche, vous plaisantez? Vous pouvez me cogner comme l'ont fait tous les autres, mais je ne vous appellerai pas maître. Vous pouvez vous brosser, je ne le dirai pas. Je ne suis pas votre chien. Monsieur, c'est tout ce que je vous dois. Et encore, c'est parce que je ne vous connais pas. Peut-être en vous connaissant mieux, je finirai par vous appeler l'enculé. Que je me calme? Détrompez-vous. Calme, je le suis. Ne croyez pas, à cause de ma gueule retournée, que je suis échaudé pour autant. Vous êtes là pour m'aider? Permettez-moi d'en douter. Vous ne me connaissez ni d'Ève ni d'Adam, et vous voulez m'aider? Les êtres les plus proches m'ont toujours enfoncé. Alors, comprenez bien que j'ai du mal à croire à la main tendue d'un inconnu. C'est que c'est votre métier. Vous êtes un avocat commis d'office. C'est étrange. Je ne savais pas qu'on pouvait être maître et commis à la fois. Que je baisse d'un temps? Vous n'êtes pas mon ennemi? Qu'en savez-vous? Avez-vous des enfants, monsieur Bakouche? Les aimez-vous? Le leur dites-vous? Les prenez-vous dans vos bras? Les embrassez-vous? Ou êtes-vous comme vos congénères à les aimer à votre façon? Donc vous voyez un peu le temps qu'emploie ce jeune homme qui au début nous surprend, nous donne envie d'en savoir plus. En tout cas, moi j'ai des personnes qui m'ont dit voilà, j'arrivais pas à arrêter la lecture parce que j'avais envie de savoir qui s'exprime, pourquoi.
Donc c'est un livre qui est en réalité une projection orale. Et donc il faut être à la hauteur des mots aussi d'un adolescent. Il ne faut pas écrire comme la recherche du temps perdu, hein, ça ne marchera pas. Il faut aussi être à la hauteur de ce que dit un adolescent. J'ai un ami qui a lu le livre avant de paraître, bon, il a 75 ans, et il m'a dit, écoute Yamen, enculé, c'est pas littéraire, tu devrais plutôt écrire salaud. Je lui ai dit, oui, peut-être que dans ton temps, on te disait quel salaud. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne disent pas, ils n'emploient pas ces mots, donc il faut rendre à César ce qui appartient à César et employer de temps en temps les mots qui vont permettre de dire qu'on parle d'un jeune du 21e siècle, pas des années 60 du 20e siècle. Et ce qui est sympa aussi, c'est que ça désacralise également la littérature auprès des lycéens, des collégiens que j'ai rencontrés. Ils disent, mais monsieur, on a le droit de dire ça dans un livre ? Je leur dis que la littérature épouse la vie, c'est pas quelque chose qui est au-dessus de la vie, qu'il ne faut pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont. La littérature, ce n'est pas uniquement un exercice bourgeois, et même au niveau de la langue. Il faut aller là où les choses prennent racine, et des fois, bon, c'est dans les bas-fonds, et il faut dire les choses telles qu'elles sont, il ne faut pas avoir peur. Et ça les permet justement d'avoir un autre regard sur la façon d'écrire. Il y a beaucoup d'autres thèmes qui sont évoqués. On ne va pas tous les citer, justement, on laissera justement au lecteur le plaisir de les découvrir. Tu parles aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la religion qui revient, en tout cas tu la questionnes. C'est pas que tu la critiques, mais tu la questionnes. Tu parles aussi de la place des femmes et de leur combat, parce qu'à travers la figure de la mère, il fait des reproches à sa mère de n'avoir jamais su s'opposer à son père. Est-ce que tu peux... Voilà. Alors, oui, c'est la radioscopie d'une société patriarcale, hein, où les femmes, les enfants, la nature sont soumis au joug du masculin. Et le premier masculin qui est peut-être présent et peut-être mal compris, en tout cas on lui attribue cette fonction, hein. Quand on parle de Dieu, on ne le parle pas au féminin, on ne le conjugue pas au féminin, mais c'est plutôt une figure même peut-être si la société connaît ce modèle-là, c'est peut-être par notre conception à nous qu'on donne à cette entité. Donc en effet, ça questionne la place de la femme, le peu d'espace qu'on lui accorde, surtout le fait qu'on la considère, en tout cas dans le livre, comme une personne émancipée, sauf qu'en fait, elle ne l'est pas. Elle travaille, mais elle a du mal à joindre les deux bouts parce qu'elle n'a pas un réel partenaire avec elle, hein. Donc, ensuite, sur la question de la religion, en effet, il est questionné, je ne sais pas si on a l'espace vraiment d'évoquer, mais on va s'arrêter là parce qu'après je pense qu'il y aura a le public des questions. Qui va vouloir. Voilà. Je vais poser juste une dernière question parce que ça aussi tu en as parlé. C'est un ouvrage qui est très court, c'est 110 pages et à un moment tu l'as dit et c'est ce qu'on ressent, c'est qu'on le lit un peu en apnée. Quand on le commence, on le termine. On le lâche pas. En tout cas moi c'est comme ça, c'est cet effet que ça m'a fait. Mais tu dis aussi que tu l'as écrit de la même manière que nous on le lit en apnée. Est-ce que tu peux nous raconter cette petite expérience? Alors c'est vrai que l'expérience d'écriture de Bel Abîme était très singulière. J'ai écrit avant ce livre 3 romans et j'ai mis 2 ans et demi, parfois 3 à les finir, à les peaufiner. Il y avait des recherches à faire, mais pour Bel Abîme, j'avais tout à l'intérieur de moi déjà et ça a été catalysé donc par la scène de violence que je vous ai racontée au sein du Parlement tunisien. Et je me suis retrouvé pris dans une sorte de transe. Cette voix d'adolescent que je vous ai lue, j'avais l'impression de l'entendre. Alors je ne sais pas si elle venait de très haut ou si elle venait de très bas, mais dans un monde où les bouts se rejoignent, le très haut peut-être c'est même le très bas. Et donc, mais en réalité, j'avais l'impression qu'il était de chair et d'os, cet adolescent. Il était la synthèse peut-être de tous les
les jeunes que j'ai côtoyés et que je continue de côtoyer encore. Je l'ai écrit en une semaine, en une dizaine de jours, en dormant très peu parce que je n'arrivais pas à dormir. J'avais la tête pleine et il fallait que ça sorte. Et je l'entendais, il fallait que je l'écrive. En fait, c'est un petit, j'avais l'impression que voilà, il a été abandonné de tous et je pouvais pas moi me rejoindre au rang des personnes qui l'ont abandonné. Donc il fallait que je sois là pour lui. Donc j'écrivais, j'ai vraiment donné tout et quand se sont terminés les 10 jours, ben voilà, il y a eu ce livre et j'étais aussi éreinté que lui en réalité. Bon après, comme il fait 100 pages, ça relativise quand même l'exploit. Merci beaucoup. Je vais passer la parole au public pour les questions. Mais juste avant, je me permets de reprendre un peu, de m'exprimer aussi avant de m'effacer, pour dire aussi le plaisir qu'on a à t'accueillir aujourd'hui et puis toute l'histoire. Comme je l'ai dit, c'est un ouvrage dont on est tombé amoureux, en tout cas à la librairie. En tant que libraire, on lit beaucoup. On lit beaucoup. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont une certaine qualité littéraire, qu'on conseille, etc. Et ce livre, moi je te le dis, quand je l'ai lu, j'ai eu une expérience différente parce que déjà dans les sujets qu'il abordait, ça changeait de sujets qui reviennent dans la littérature. Aujourd'hui, on va parler de l'immigration, on va parler de la condition des femmes et le sujet que tu as abordé entre autres. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé de différent. Mais au-delà de ça, et là je vais reprendre une phrase que toi tu as prononcée, tu l'as prononcée à propos d'un livre de Samy Tchak, Le continent du tout ou du presque rien. Oui. Ce qui fait qu'on le conseille beaucoup, et qu'on continue à le défendre, c'est qu'au-delà de la qualité littéraire, c'est ce que tu disais, c'est qu'il parle à mon cœur autant qu'à mon esprit. Il y a la qualité littéraire, mais quand vous finissez cet ouvrage, au fond de vous, il y a quelque chose qui est remué et qui reste. Donc je ne peux que vous le conseiller, et Belabim et tous les autres ouvrages de Yamen Manaï. On passe la parole au public. Je ne sais pas, est-ce que c'est moi qui modère ou je fais passer la parole pour vos questions à Yamen. Oui, ben moi je l'ai lu cet après-midi et effectivement c'est addictif, j'ai pas pu m'arrêter. Et je trouve que ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport, vous adaptez, pardon, vous adaptez au langage actuel, peut-être, mais je trouve que ça a beaucoup de tenue, voilà, qu'il y a vraiment un style. Et moi je me suis dit, mais l'avocat c'est pas Bakouche le Buet, c'est lui le gamin l'avocat. J'ai l'impression que c'est comme un réquisitoire. Oui, un pamphlet contre la violence des institutions, la violence de l'éducation, enfin toute cette violence dont vous avez parlé. Et c'est addictif, effectivement. Moi, je n'ai pas pu m'arrêter. Et quand vous avez parlé de vous, comment vous l'avez écrit, ça rejoint ça aussi, quoi. Comme un pamphlet. Voilà ce que je peux en dire. Merci. En effet, ce qui m'a permis de lui donner, je pense, cette tenue au-delà du langage parfois actuel, un peu cru, c'est d'avoir fait de cet enfant un lecteur. Le livre ne se tient pas si on n'explique pas l'amour de ce petit pour les livres que j'avais aussi moi quand j'étais enfant. Et c'est ce que, quand je rencontre les jeunes, je leur dis, ok, on va vous parler de la lecture, du plaisir que ça procure, des voyages que vous incite à faire. Ce n'est pas forcément les premiers arguments que moi je mets en avant pour les inciter à lire. Je leur dis plutôt que si vous lisez, vous allez acquérir des mots qui vont plaider votre cause auprès d'un monde qui a du mal à vous entendre. Donc exactement, donc quand vous dites que l'enfant c'est lui l'avocat, en effet, et je dis aux petits, je dis, parce que j'ai rencontré beaucoup de petits qui me disaient moi j'aime pas lire c'est pas pour moi, mais Belabim j'ai beaucoup aimé, vraiment c'était super. Je leur dis mais c'est la preuve que vous aimez lire, il faut juste chercher des livres qui vous parlent, qui vous ressemblent. Il faut aller dans des librairies, dans des médiathèques, il faut questionner les gens qui lisent et qui vont vous dire si tu as aimé Belabim, tu vas peut-être aimer La vie devant soi de Romain Gary, tu vas peut-être aimer L'attrape-cœur de J.D. Salinger. Et il y a des livres qui résonnent, qui font écho, tu vas peut-être aimer L'étranger d'Albert Camus. Donc, mais cet argument du plaisir, de l'évasion que procure la lecture,
c'est pas ce que je mets en avant pour les jeunes. Je leur dis plutôt constituez-vous. C'est autant de mots, c'est autant d'armes que vous avez en main pour pouvoir vous battre. Et je leur cite cet exemple d'un débat de la présidentielle. C'était Monsieur Sarkozy face aux Français. C'était quand il a été élu président, je ne sais plus, c'était en 2007, je crois. Et il y avait un jeune de banlieue qui était face à M. Sarkozy parmi le panel des Français qui l'interrogeait. Et ce jeune ne savait pas formuler vraiment sa question à ce futur président qui avait visiblement un problème avec ce type de personne. Un jeune de banlieue pour Sarkozy, il fallait le toiletter pour le rendre potable. Et le jeune n'arrivait pas. Et Sarkozy lui a dit, écoutez, je ne comprends pas ce que vous dites, on passe à la question suivante. Donc c'est un déni d'existence, limite. Je ne vous écoute pas, vous ne savez pas parler, vous ne savez pas vous exprimer. J'ai pas de temps à vous accorder. Et donc voilà, c'est important que les jeunes qu'ils arrachent l'attention qu'on leur doit, et ils arriveront à mieux le faire s'ils maîtrisent justement la langue. Ça va aller un peu dans le sens de ce que tu dis, ma question. Bon, moi, je te l'ai dit hier, j'ai adoré ton livre. J'ai eu une montée d'émotion progressivement. J'ai pas lâché le livre, évidemment. Et à la fin, j'avais la boule dans la gorge. Ça m'a profondément émue. Et je voulais savoir, en fait, comment il a été accueilli en Tunisie. Et est-ce que tu as rencontré des jeunes en Tunisie et comment est-ce qu'ils ont réagi à ce livre ? Alors, j'avais peur justement de l'accueil que ça allait, qu'on allait me réserver en Tunisie. Parce que bon, les Tunisiens sont chauvins, hein, comme tous les peuples de la terre. Ils n'aiment pas qu'on lave le linge sale en public. Mais il s'agissait de ça. Il s'agissait justement de montrer les coulisses qu'on n'ose pas montrer. C'est exactement le topo. C'est pas une question qui m'a traversé l'esprit au moment de l'écriture. Au moment de l'écriture, je savais que j'écrivais sur quelque chose de grave, de sérieux, mais je me suis pas posé la question de la réception. Mais ensuite, je me suis dit, waouh, peut-être que la prochaine fois que j'irai en Tunisie, justement, on va me jeter des cailloux. Et en fait, pas du tout. C'est tout le contraire. Il y a beaucoup de personnes qui le défendent, qui défendent le bouquin. Beaucoup de professeurs qui le proposent à leurs élèves. Beaucoup d'élèves qui le font lire à leurs parents en disant bah tiens, tu ferais bien de lire un peu ça. Il y a eu un engouement vraiment qui m'a fait énormément de bien et qui m'a réconforté dans le fait de croire qu'une parole sincère a toujours sa place et qu'il ne faut pas avoir peur de la dire. Il y aura toujours, quand c'est nécessaire, il y aura toujours des personnes qui grossiront les rangs de ceux qui ont quelque chose à dire. Après, j'ai envie de dire, et j'ai envie de relativiser aussi ce que je dis, par le fait que bon, c'est un texte qui est paru en langue française, que ceux qui lisent en langue française en Tunisie, ce sont ceux qui sont les plus ouverts d'esprit. Et donc les plus attardés entre guillemets n'ont pas lu le bouquin, ne savent pas de quoi il s'agit, et peut-être que eux par contre, si jamais il leur tombe entre les mains, si jamais demain il est traduit en langue arabe avec tout ce qu'il brosse comme critique sociale, peut-être que en effet j'aurais je sais pas moi une fatwa sur la tête, mais ça je pense que c'est le sommet de la gloire quand même, hein, donc Et si je peux compléter, ça rejoint aussi ton vœu, parce que ça aussi je l'ai lu, c'est qu'une des raisons pour lesquelles tu publies chez Elisade qui est en Tunisie, c'est que pour toi il était important, c'est bien d'être lu à Paris, mais pour toi il était important aussi d'être lu en Tunisie. Oui, les livres d'Elisade en Tunisie sont au prix du marché tunisien, même si on diffuse en France. On vend les livres au prix du standard français, 20 € à leur parution, mais en Tunisie, ils coûtent l'équivalent de 4-5 € pour être donc à la hauteur du pouvoir d'achat tunisien. C'est un pari
qui commence à marcher, parce que mes premiers romans, les deux premiers, La Marche de l'incertitude et La Sérénade d'Ibrahim Santos, quand je recevais les relevés de vente en Tunisie, je savais que 80%, 90% des livres, c'était ma mère qui les achetait, quoi, parce que voilà, elle me disait à chaque fois, oui, je suis passé voir ton éditeur, j'ai acheté 20 livres, j'ai acheté 30 livres. Et donc, quand le bilan arrive à l'année et que vous voyez que vous avez vendu 100, 150 livres, dans une année, ça fait pas beaucoup. Et vous voyez que voilà, que bon, c'est votre maman qui les offre à droite et à gauche en essayant de convertir des gens à la lecture. Avec Lama Ardent et les récompenses qu'il a eues, notamment le prix des 5 continents de la francophonie, eh ben, en fait, on a commencé à gagner du terrain et le rapport était de 1 à... pour un exemplaire vendu en Tunisie, de 1 à 3, 1 à 4 entre ce qui se passe entre la Tunisie et la France. Donc, ce qui est quand même pas mal encourageant. Vraiment, c'est... Et ce qui est aussi très sympa, c'est on a des étudiants de langue française en Tunisie dans les facs, dans les universités, qui font des masters ou des thèses. Ils sont souvent obligés de se tourner vers des auteurs morts ou d'un autre bord que les leurs. Il y en a par exemple qui font des thèses sur Glisson, sur Chamoiseau, et aujourd'hui, ils trouvent matière à faire des choses sur la littérature contemporaine de leur pays. Et ça les incite un peu plus à s'intéresser au sujet, et ça leur rapproche un peu plus les enjeux, et je trouve ça vraiment bien. Oui, bonsoir. Je vais traduire pour ma femme. Alors d'abord, voulez-vous dire qu'elle a adoré votre livre. Et ensuite, elle voulait poser la question de savoir si vous aviez pensé au personnage depuis le début comme étant un adolescent. Parce que vous exprimez des choses qui viennent avec beaucoup de... Ça, c'est un peu une élaboration à moi, c'est pas sa question. Mais vous exprimez des choses avec beaucoup de ressenti, beaucoup d'émotions, comme il est propre en théorie d'un adolescent. Mais quand même, c'est écrit avec beaucoup de clarté, c'est très net, c'est lucide, c'est extrêmement lucide. Donc, est-ce que vous aviez pensé à un adolescent depuis le début pour tout ça, quoi ? Oui, j'ai progressé dans le livre et dans l'écriture comme vous le voyez à la lecture. C'est-à-dire, c'est dès le deuxième chapitre que l'adolescent révèle son âge et dit qu'il a 15 ans. Et dès le premier chapitre, il commence à parler des difficultés qu'il a au sein des autres et au sein de l'école, notamment. Donc tout de suite, oui, j'avais envie que ça soit un adolescent qui prenne la parole. Et pour justement conférer à cette parole toute la netteté et toute la puissance qu'elle pouvait avoir, il était important pour moi que ça soit quelqu'un qui est au contact des mots, des livres. Et je pense que, voilà, moi j'avais quand j'étais adolescent, j'avais la possibilité de dire les choses entre guillemets de cette façon, mais bon, on m'écoutait pas. Donc je pense que les adolescents peuvent être aussi éloquents, et j'en ai vu, par la littérature, j'ai rencontré des adolescents qui présentaient, et notamment, je pense que c'est une initiative qui doit se décliner. Je ne sais pas si vous avez le Goncourt Choix du Sénégal, vous l'avez ou pas? En Tunisie, on a une déclinaison du Goncourt. En fait, l'Académie Goncourt a réussi à décliner le prix dans plusieurs pays francophones, et notamment en Tunisie, où les 4 finalistes, donc le dernier round du Goncourt, il y a des élèves de lycées tunisiens à qui on distribue les livres et à qui on incite à voter et à défendre leur choix. Et ça fait le Goncourt Choix de la Tunisie. Et j'ai présidé ce prix pendant une session en 2018. Il y avait des petits qui avaient 15-16 ans qui m'ont vraiment subjugué. Et des petits de l'arrière-pays tunisien dans des endroits où on se dit, ils doivent être loin de tout, ils ne doivent pas savoir bien s'exprimer, bien parler en public. Mais en réalité, il peut y avoir des paroles aussi fortes qui méritent d'être entendues. Mais ça suppose quand même une affinité avec la lecture, et c'est ce que ces jeunes que j'ai vus dans le cadre du Goncourt qui ont
continuer à forger cette conviction en moi. Merci beaucoup. Et moi, de mon côté, je voulais vous... Alors, je ne suis pas sûr exactement de ma question, mais je voulais vous dire, d'abord, il a été mentionné qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu ça, en apnée. Ben, je dois dire que moi aussi, ça a été mon cas, sauf que moi, j'ai été arrêté à cause de certains événements. Je n'ai pas pu continuer le livre, mais je vous ai découvert, disons, hier, en voyant le programme de cet institut. Je dis, bien, qui c'est ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai trouvé votre livre, j'ai commencé à le lire. Et vraiment, depuis, je crois, la première page, les premiers paragraphes, c'est vraiment quelque chose qui m'a happé. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve franchement très, très beau. Je crois que c'est écrit d'une façon vraiment, un style qui se laisse lire, mais comme si vraiment on n'avait rien à faire, quoi. C'est juste poser les yeux dessus et on rentre dedans. Et j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Merci, vraiment. Et le contenu, je trouve que tous les concepts qui sont exprimés là-dedans sont vraiment d'une clarté. Mais alors moi, j'aurais voulu avoir cette clarté de pensée et d'expression comme ce personnage. J'aurais voulu être votre personnage, je me suis identifié avec votre personnage, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas encore, à plusieurs reprises. Et j'ai vraiment trouvé que c'était fantastique. Alors j'en suis au chapitre 9, 10, 11, 12, je ne suis plus très bien, mais j'ai vraiment trouvé ça extrêmement intéressant jusque-là. Et je l'ai d'ailleurs mentionné à ma femme, elle a des difficultés pour lire en français, mais je lui ai dit, il faut que tu lises ça, il faut qu'on aille demain, on va aller voir de quoi il s'agit. Ça, c'est... Et elle l'a lu en 2 heures, avec traducteur à l'appui, etc. Merci. Donc ça, c'était la première partie. Et la seconde partie, je voulais vous dire que, bon, moi j'ai maintenant plus de 50 ans et c'est vraiment, ça m'a demandé tout ce temps pour me rendre compte de beaucoup de choses que je trouve qui sont très nettement expliquées dans ce bouquin et j'aurais vraiment aimé m'en rendre compte bien plus avant et que notre société aussi s'en rendre compte plus avant. Et je crois qu'il y a encore énormément de gens qui doivent se rendre compte de ce genre de contenu. Et donc je crois que c'est vraiment une très belle œuvre que vous avez fait. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres qui parlent de ce sujet, etc. Mais moi, je ne les ai pas connus. J'ai connu la vôtre. Et je vous en remercie de l'avoir écrite et de l'avoir fait parvenue. Et la question que j'ai, en fait, c'est que il y a tellement de force et tellement de clarté dans ce que vous avez écrit. Tout ça, c'était déjà clair pour vous? Vous avez dit que vous avez écrit ça en 10 jours, donc vous l'aviez déjà, c'était net pour vous? Ou est-ce qu'il y a un avant et un après? Le fait d'être passé par cet exercice, ça vous fait voir en fait le monde d'une façon différente? Est-ce que ça représente quelque chose de différent pour vous du point de vue personnel? Alors, le livre, d'un point de vue personnel, était le livre le plus singulier à l'écriture. Les phases d'émotion que vous avez connues en le lisant, je les ai connues aussi en l'écrivant. Et cette clarté, elle a peut-être plusieurs raisons. Alors, la raison la plus romantique, c'est de se dire qu'en effet, j'écoutais cette voix, et que c'était une vraie inspiration. Il m'a semblé que j'étais dicté en réalité et il y a eu très très peu de retravail sur le texte ensuite une fois que le manuscrit était terminé. Mes autres romans, ce n'était pas du tout le cas. Je faisais des coupes, il y avait des endroits où j'étais pas satisfait, des endroits où il y avait des phrases plus longues que d'autres. Là, pour Bel Abîme, c'est vraiment quelque chose de très particulier et je pense pas que je sois capable encore d'une telle prouesse. Je suis plutôt un besogneux. Mais peut-être aussi que c'est le métier qui rentre. Peut-être qu'au bout du 4e roman, on est un écrivain plus aguerri. Et ça, c'est vrai, parce que quand on bosse avec un bon éditeur, et c'est le cas de mon éditeur tunisien, Elisade, c'est une très belle maison d'édition. Elle a un catalogue vraiment que je vous incite à découvrir. Hein. On a des auteurs mauritaniens, tunisiens, même libyens. Alors imaginez-vous lire un auteur libyen en langue française. Je veux dire, c'est quand même assez rare. C'est un très très beau livre que je conseille. Il s'appelle La Compagnie des Tripolitaines. Donc en travaillant avec un bon éditeur pendant 3 romans, et ben en fait on sait aussi quelles sont les attentes, pas les attentes, mais en tout cas on sait ce qu'un éditeur va potentiellement pointer du doigt. Je vais vous donner un exemple, mais vraiment que j'invente là pour le coup. Si vous faites dans un roman beaucoup de figures de style et par exemple les comparaisons, vous dites il aime comme un fou et il chante comme un oiseau, je sais pas, voilà. Donc là,
votre éditeur il va vous dire mais écoute, tu emploies comme l'un derrière l'autre, tu change, essaye de trouver une variation. Donc au lieu de dire je l'aime comme un fou, tu peux dire je l'aime à la folie, par exemple. Et ça fait, il y a plusieurs petites techniques comme ça qui permettent d'anticiper, si vous voulez, de varier le vocabulaire, de varier les tournures de phrases. Et c'est un métier qui finit par rentrer. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des choses que j'ai intégrées, que je connais, et je suis plus enclin aujourd'hui à proposer à un éditeur un texte prêt à partir à l'imprimerie qu'il y a 20 ans. Ça, c'est sûr. Ça enlève nullement, pour moi, la qualité de mes anciens romans. Au contraire, je les adore. Et ce qui est vraiment alors formidable pour moi, c'est que j'ai écrit 4 romans et je rencontre des lecteurs et chacun il a son préféré. Donc j'ai l'impression qu'il n'y en a pas un qui écrase les autres, mais on y trouve des qualités différentes, des univers différents. Mais en réalité, oui, au bout du 4e ouvrage, le 5e que je suis en train de faire, j'espère continuer, eh ben, en fait, on a une assise, on a un recul, pas par rapport au sujet, mais par rapport à la technique qui devient de l'ordre de l'acquis. C'est comme un sportif de haut niveau qui, à force d'avoir répété certains gestes, ben en fait, il est capable d'imaginer le meilleur geste au meilleur moment sans même y réfléchir. Alors, bonsoir. Bonsoir. Puisque j'ai remarqué dans les 2 livres, L'âme ardent et Bel Abîme, qu'il y a toujours la présence de l'identité tunisienne, est-ce que vous comptez écrire en arabe? Et qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle tendance d'écrire en dialecte tunisien carrément? Alors, est-ce que je compte écrire en arabe un jour peut-être? C'est la langue avec laquelle j'ai grandi. Et c'est une question qu'on me pose assez souvent. Pourquoi vous écrivez en français? Pourquoi vous n'écrivez pas dans votre langue maternelle? Un jour peut-être ça viendra, un jour peut-être que cette langue redeviendra suffisamment attractive d'un point de vue... la langue arabe, pour moi, c'est vraiment la langue de mes premiers amours littéraires, donc c'est une langue que je chéris énormément. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une langue qui souffre de la condition du monde arabe depuis très très longtemps, depuis les années 50, 60. Avant, il y avait une sorte de... surtout avec Nasser en Égypte, une sorte de fierté de l'individu arabe et un rêve d'un monde arabe uni qu'on appelait la Oumma. Avant, quand un poète irakien publiait un poème en Irak, il pouvait être lu au Maroc. Quand un auteur libanais ou égyptien publiait un roman, ces livres arrivaient jusqu'en Tunisie. Il y avait une certaine fluidité dans les flux culturels qui se sont un peu effondrés avec l'effondrement de ce rêve panarabe et chaque pays est parti se développer ou mal se développer de son côté. Et aujourd'hui, on a du mal à faire circuler les livres. Moi, il y a énormément de livres d'auteurs arabes que j'ai lus grâce à des traductions. Parce que le livre dans la langue originale n'arrivait pas à me parvenir. Donc, peut-être que le jour où, justement, on aura consacré le livre comme il le fut avant dans la civilisation arabe, je veux dire, les lettres, le livre avait une place qu'il n'a plus aujourd'hui, à cause de
de toutes les politiques qui sont menées dans les pays arabes, qui connaissent le despotisme, les régressions diverses et variées en termes de droits de l'homme, et des sursauts comme il se passe dans les pays qui ont connu ces printemps, qui ont envie de changer la donne. Donc peut-être que si la donne change et qu'on a demain un espace cohérent, on peut avoir 300 millions de lecteurs potentiels, et vous savez ce qu'on dit, le bonheur n'est complet que quand il est partagé. Je n'ai pas envie d'écrire uniquement pour mon petit plaisir, j'ai envie d'écrire pour provoquer ce type de rencontres, pour provoquer des discussions, pour vraiment faire parvenir comme des choses m'ont parvenu. Donc si cet espace va permettre le partage comme le permet l'espace francophone aujourd'hui, peut-être que j'essaierai d'écrire dans cette langue. Maintenant, pour les initiatives en dialecte tunisien, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, toute belle histoire, quelle que soit la langue dans laquelle est racontée, mérite d'être racontée. Le bémol que j'aimais peut-être, c'est sur l'édition. C'est-à-dire rendre une parole suffisamment intéressante en dialecte pour être lue et pour être partagée. On avait un grand conteur tunisien qui s'appelle Abdelaziz Laroui. C'était quelqu'un qui racontait des histoires, et notamment des histoires de l'imaginaire mondial. Il racontait par exemple aussi le médecin malgré lui de Molière. Il racontait ça en dialecte arabe. Il a tunisiané l'histoire. Et il était en capacité en fait de la raconter de A jusqu'à Z dans un dialecte qui est châtié. Aujourd'hui, le dialecte tunisien, il est truffé de beaucoup d'emprunts à des langues étrangères, et n'est plus aussi créatif qu'il l'était avant. Et donc j'ai lu des textes, moi, en dialecte tunisien, et franchement, si on n'est pas tunisien, on est incapable de les lire. Et même parfois, si on n'est pas tunisien d'une certaine génération et d'un certain milieu, on est incapable de les lire. Mais se pose vraiment la question, avant d'écrire en langue, en dialecte, qui est en capacité d'accompagner un auteur, quel éditeur est en capacité de faire qu'un texte en dialecte ce soit vraiment à la hauteur d'un enjeu littéraire. Je peux m'insérer dans la discussion pour compléter et répondre aussi à madame, et répondre avec la casquette d'éditeur, parce que je suis éditeur aussi. Ce qu'il a longuement développé, c'est une vraie question, c'est la question économique. Parce qu'il y a une chose que de vouloir écrire ou publier en langue locale ou en dialecte local, et c'en est une autre que d'être dans un marché avec un éditeur qui a des contraintes aussi économiques. C'est peut-être pas facile à dire, mais c'est ça la réalité. Aujourd'hui, en tant qu'éditeur, à titre personnel, je suis très sensible à cette question des langues nationales. C'est quelque chose que je défends. Mais je ne sais pas si aujourd'hui je suis prêt à publier un auteur en langue wolof, parce qu'il n'y a peut-être pas assez de marché pour que ce livre il rencontre son public, pour qu'il puisse vivre. Ça aussi, c'est une réalité. Et après, je pense que le deuxième aspect, au-delà de ces considérations économiques, c'est de savoir tout simplement à quelle langue on est la plus sensible, parce qu'on a été colonisé, on a hérité de deux langues. Il y a cette langue qui est sûrement maternelle, et il y a le français qu'on a appris, et avec lequel on a développé une certaine affinité. Et après, je pense que c'est à chaque auteur de voir dans quelle langue, en tout cas, il a envie de s'exprimer à l'instant T, et peut-être qu'un jour, effectivement, cette question reviendra. Oui, alors juste pour la question économique, dis-toi que les livres qui sont publiés en dialecte tunisien, et certains, c'est les best-sellers. Je veux dire, oui, c'est plutôt, peut-être que toi, si tu publies en wolof, tu auras peut-être du mal à les écouler, mais en tout cas, ce qui s'écrit en dialecte tunisien aujourd'hui, en fait, je connais deux autrices notamment qui publient en dialecte tunisien. En fait, c'est des stars. C'est vraiment des véritables stars, et qui vendent énormément. Après, je les ai lus, et comme je t'ai dit, moi, ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est sa capacité à toucher par-delà les horizons. Et il y a une vraie difficulté que j'ai trouvée dans la traduction potentielle de ce type de texte. Voilà, donc...
Bonsoir monsieur. Donc j'ai une question par rapport à Bel Abîme. Bon, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques mois. Et la première chose, quand je le lisais, c'est j'essayais de résoudre l'énigme du titre. Et moi, contrairement à la plupart des lecteurs, apparemment, je ne l'ai pas lu d'un trait. J'ai pris mon temps, je suis allé chapitre par chapitre et j'appréciais la qualité de la lecture, mais j'essayais aussi de résoudre l'énigme du titre. Et donc, à un moment donné, il y a une phrase qui m'a vraiment fait comprendre voilà, ce qui se passait vraiment et tout. Et j'ai continué à la lecture. Et c'est moi, ce qui m'a le plus plu dans le livre, c'est la fin. Sans rentrer dans les détails, c'est la réaction de la société après l'action de l'adolescent vers la fin. C'est ça qui m'a le plus plu, parce que ce livre, c'est aussi pour moi, vous êtes le premier auteur tunisien que je lis, et ça a été un peu une découverte de la société tunisienne pour moi. Je ne la connais pas bien, j'ai des amis tunisiens par-ci par-là, j'ai vécu très brièvement en Libye dans les années 2010 avec le printemps arabe. J'avais une image de la Tunisie, mais ce qui m'a un peu surpris, un peu ce que je ne voyais pas venir, c'était justement la réaction de la société. Donc je pense que sans rentrer dans les détails, ma question c'était, vous avez parlé du contexte dans lequel vous avez écrit donc, ce livre. Est-ce que les choix que vous avez faits par rapport au déroulement, à la séquence des événements dans cette fin, dans cet épilogue peut-être, est-ce que c'est quelque chose, comment est-ce que vous le décrivez? Est-ce que c'est une peinture du présent de la Tunisie ou bien ça fait écho plutôt aux années 2011 Comment est-ce que vous avez fait ce choix en tant qu'écrivain? C'est ça ma question. Je ne sais pas si je vais savoir vraiment répondre précisément, mais ça me permet d'aborder une question importante, qui est le choix. On a toujours l'impression, parce qu'une œuvre est écrite, surtout, qu'elle est mûrement réfléchie, que l'écrivain, c'est un marionnettiste qui va décider pour ses personnages quel chemin ils vont parcourir, là où il veut les emmener. Mais en réalité, comme tout acte artistique, il y a beaucoup d'inconscient, beaucoup d'intuition dans ce que nous faisons. On n'a pas forcément tout le temps les clés, même si on est amené à parler de nos livres, on n'a pas forcément toutes les clés de lecture. Et ce qui est encore plus drôle, c'est quand un lecteur vient vous dire « mais en fait j'ai vu ça dans votre livre, j'ai vu ça dans votre livre », et vous dites « mais en fait c'est vrai, même moi j'en étais pas conscient ». Et c'est une réalité. Moi, dans La Marche de l'incertitude, j'ai mon premier roman, j'ai un lecteur qui est venu me voir, il me dit oui, votre roman il est très biblique. Je lui dis pardon, comment ça? Et il me dit bah en fait oui, vous avez un personnage qui s'appelle Christian et un personnage qui s'appelle Marie. Et c'est vrai, et en fait j'ai couché les prénoms comme ça. Et il a fait tout un topo en analysant le livre d'un point de vue spirituel, biblique, et c'était sa grille de lecture, et elle me convenait. En fait, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est quelque chose que je ne connaissais pas d'un livre que j'ai moi-même écrit. Donc oui, dans l'épilogue, il y a un espoir esquissé dans le comportement qu'ont les jeunes envers l'adolescent, dans le comportement où un chauffeur de taxi a avec lui. Il y a toujours en tout cas cette volonté de changement qui est encore vivace, qui se trouve encore en Tunisie et qui n'a pas changé depuis 2010. Depuis 2010, les promesses de la révolution, cet arbre n'a pas encore donné ses fruits. Alors l'arbre le plus emblématique de la Tunisie, ça reste l'olivier. Et souvent, je commence à me dire, oui, un olivier, quand tu le plantes, il faut attendre 15 ans au moins avant d'avoir les premières olives poussées. Donc, je me dis ça et je me console avec ça. Et beaucoup de Tunisiens se consolent avec ça, en se disant que la révolution est un processus qui est toujours en marche. Et que si on est encore dans les mêmes attentes qu'en 2010, c'est qu'on n'a pas encore achevé toute la métamorphose,
toute la transformation que cette société doit accomplir. Et Bel Abîme, il vient mettre de l'eau dans ce moulin. Et il vient dire que voilà les sujets sur lesquels il faudra potentiellement qu'on s'attarde, qu'on discute, pour que justement un jour on puisse regarder le livre et qu'il puisse nous paraître d'un ancien temps. Moi je rêverais qu'on regarde mon livre et qu'on dise tu te rappelles de cette époque. Malheureusement je ne sais pas jusqu'à combien d'années il va encore rester d'actualité. Je vous propose qu'on prenne encore 3-4 questions. Et après... Il y a un jeune qui m'a promis de mettre des gants de boxe. Oui, je le vois pas, il est où? On l'a toujours pas entendu, mais bon, ça va peut-être venir. Donc 3-4 questions et après on va s'arrêter pour les dédicaces et les échanges informels. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette discussion. Moi, je voulais savoir... en fait, les sujets que vous évoquez, notamment dans Bel Abîme, c'est des sujets de société qui sont assez lourds. Est-ce que votre démarche, quand vous écrivez sur ces sujets-là, c'est d'abord une démarche personnelle, peut-être pour exprimer votre colère ou autre? Est-ce que c'est une démarche artistique? Ou est-ce qu'au moment de l'écriture, il y a aussi une démarche en quelque sorte militante? Vous avez envie en fait de mettre à nu ces sujets-là, surtout dans la société de votre pays de naissance, d'éveiller les consciences, ou est-ce que ça c'est un peu la cerise sur le gâteau mais que c'est pas forcément votre intention initiale? Alors il y a certainement un peu de tout ça, mais le point de départ c'est vrai, c'est une volonté de me débarrasser de quelque chose qui me dérange. Et aujourd'hui j'ai trouvé que l'écriture me l'apporte. Aujourd'hui non, c'est pas vrai, parce que j'écrivais depuis l'adolescence. Quand je suis adolescent, vous savez, vous avez un petit cahier, vous écrivez des poèmes, vous êtes amoureux, vous voyez quelque chose qui vous scandalise. Par exemple, les premiers poèmes que j'ai écrits, c'était en 91, c'était à l'occasion de la première intifada des Palestiniens. Donc je voyais des gosses jeter des pierres contre des tanks. Je sais pas, ça m'a parlé. Je connaissais pas réellement le contexte, mais j'ai écrit des premiers poèmes là-dessus. J'ai écrit des premiers poèmes quand j'étais amoureux. Donc dès que j'étais un peu dérangé dans l'inconfort de l'être, en fait, je sortais un stylo et j'essayais de sortir ce qu'il y avait en moi. Mais comme je lisais des beaux livres, je savais qu'on pouvait écrire des belles choses, qu'il ne s'agissait pas uniquement de sortir genre ouais je suis amoureux, elle ne me calcule pas. Non, je savais qu'on pouvait dire les choses avec une certaine élégance. Et ça venait du fait d'avoir été, d'être toujours un lecteur. Et donc ça ramène, ça charrie cet acte cathartique, charrie avec lui une dimension artistique. Parce que justement, je sais quel potentiel peut avoir la langue. Et quand en fait vous êtes dans l'art, vous êtes aussi dans la continuité avec l'autre. Vous êtes dans le partage. Et quand c'est un sujet qui est un sujet brûlant, ça peut lui conférer une dimension militante. Vous pouvez vous retrouver avec d'autres personnes autour de ce sujet que vous avez évoqué. Donc ça ne m'empêchera peut-être pas demain d'écrire un livre complètement absurde. La littérature, elle a cette capacité à contenir énormément de textes, énormément de choses. Et peut-être que demain, j'écrirai un livre qui n'a ni queue ni tête. Ce qu'on dit souvent, c'est un discours qui me plaît et je me plais aussi à le dire. Ce qu'on demande à un auteur avant tout, c'est d'avoir du style. C'est le militantisme initial d'un écrivain, c'est envers la langue qu'il est en train d'employer. C'est pas forcément envers le sujet en soi. Il y a des militants aguerris de la société qui vont vous expliquer en long et en large et en travers tous les combats qu'on doit mener pour que les choses changent. Mais si vous le faites avec style, c'est encore plus fédérateur. Et ce qu'on demande avant tout à un écrivain, avant d'être un militant d'une cause en particulier, c'est d'être un militant envers la langue qu'il emploie et d'employer un style qui permet de se transcender autour des sujets qu'il évoque. Je peux compléter? Oui. Ta réponse. Je t'ai lu, je disais, la littérature me réconcilie avec mes semblables, me réconcilie avec le monde, donne de la nuance, de l'espoir, rend leur humanité à tout le monde. L'adolescent du Bel Abîme, on lirait son histoire dans un fait divers, on dirait que c'est un monstre.
la littérature lui rend son humanité, lui rend sa beauté. Voilà, c'est toi qui l'as dit. Oui, oui. Tout à fait. L'adolescent de Belhabim aurait pu être une chronique judiciaire d'un enfant qui a commis des actes répréhensibles et on serait tous là en train de le juger, de dire mais en fait c'est quoi ce monde, c'est quoi ces jeunes qui font n'importe quoi. Mais cette histoire, la façon de la raconter, la littérature, oui, nous suscite notre empathie, on comprend sa trajectoire. Et voilà, on lui rend son humanité. Il n'y a pas de monstre dans le genre humain. Il n'y a que des humains avec des histoires à raconter pour essayer de mieux comprendre, de se réconcilier avec l'humanité. Bonsoir. Voilà, sur le sujet et tout simplement... Je suis là Oui, pardon. Ok. Les projecteurs en face, Ok, je vois. D'accord, n'est-ce pas, sur le sujet de la violence, c'est vrai que la violence, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Donc, c'est ce que vous défendez, vous voulez qu'il n'y ait pas de violence sur les enfants. Ok, mais il y a aussi le sujet éthique de la chose, parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants, n'est-ce pas, qui sont à première vue irrécupérables. Est-ce que vous comprenez? Donc, les lois aujourd'hui qui nous disent que de ne pas mettre la violence sur les enfants aujourd'hui, ce sont ces mêmes lois demain qui vont nous aider à enfermer ces enfants quand ils vont faire des choses mauvaises. D'accord? Donc, selon moi, par exemple, on ne va pas totalement dire que la violence n'est pas bonne. Bon, mais seulement quand c'est un excès. Sinon, il y a des enfants, souvent, il faut les corriger à la main. Voilà, pour qu'ils comprennent que voilà, la vie, ce n'est pas du jeu. Il faut être sérieux, il faut souvent éviter de manquer de respect aux parents. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des enfants, ils manquent de respect aux parents et ils se disent que la loi va les protéger. Vous comprenez? Donc, si on va passer le temps à défendre les enfants et à dire qu'ils ne doivent pas avoir de la violence, c'est aussi les accompagner dans ce qu'ils font et donc de mettre forcément le monde en péril parce que c'est eux qui vont nous succéder, n'est-ce pas? On dira ici que la violence n'est pas bonne à condition que l'enfant soit bien. S'il n'est pas bien, on le gifle un peu, c'est comme ça. C'est-à-dire quelques gifles. 2-3 fois par jour, une petite gifle. Ça dépend proportionnellement à ces dégâts. Ouais. C'est quoi proportionnellement au nombre de kilos qu'il est? S'il fait 30 kilos, on peut lui en mettre une bien sentie. Non, pas en fonction de S'il fait 15 kilos, on lui met une toute petite. En fait, je ne partage pas forcément la vie, mais je comprends le fond. En fait, la force et la puissance, c'est quelque chose qui est différent de la violence. La force, moi il y a un adage dans la langue arabe que j'adore, on dit s'obtient par la douceur ce qui ne s'obtient pas par la force. Et la toute puissance en réalité pour moi est la toute puissance de l'amour, c'est pas la toute puissance de la violence. J'ai des enfants aujourd'hui, j'ai une petite de 7 ans, un petit de 2 ans. La petite de 7 ans, je lui ai jamais mis de fessée. Mais c'est pas forcément pour autant que quand il s'agit d'être ferme avec elle ou de lui faire comprendre la notion de respect, de ce qu'il faut faire, que je n'y arrive pas. Mais c'est la solution de facilité de lui coller une baffe. Et de ne pas lui expliquer, de ne lui pas donner les raisons pour lesquelles il ne faut pas qu'elle se comporte comme ça. Et moi j'en ai eu, j'ai eu des baffes à la volée comme ça, je comprenais même pas. Et on volait et on continuait, on courait et on prend une à droite, une à gauche et on continue notre chemin. Et ça fait après, comme le disait le monsieur derrière vous, ça fait une ardoise. Ensuite, par la suite, que vous emmenez, il arrivera un moment dans votre vie où il va falloir voir ce que vous avez dans l'ardoise et ça va vous faire comprendre ce que vous êtes aussi au fond de vous. Quand j'écrivais ce roman, je ne sais pas si vous êtes papa. Non. Mais ma maman, en fait, je lui ai dit, écoute maman, je suis en train d'écrire sur la violence familiale, institutionnelle en Tunisie. Elle me dit, tu sais quoi, il y a un podcast, il y a un journaliste qui a traité le sujet dans une radio tunisienne. Tu ferais bien d'écouter cette émission parce qu'elle est vraiment très intéressante. Ça va vraiment t'inspirer ou rajouter te donner du grain à moudre.
Et donc je cherche le podcast et je le trouve. Et en fait, c'était une émission qui était supposée durer une demi-heure, mais devant le flux d'appels qu'il y a eu au standard, le journaliste il a dit écoutez, on va arrêter peut-être la programmation de ce qui suit, on va laisser l'espace à tous ces dépressifs qui nous appellent. Et en fait, c'était des Tunisiens qui appelaient, qui disaient écoutez, quand j'étais enfant, j'ai subi telle et telle violence. Ils ne disaient pas tous ah oui, c'est bien, ça m'a fait du bien. La plupart disaient qu'ils l'ont mal vécu. Et ce qui rajoute à leur peine, c'est qu'ils reproduisent ça avec leurs enfants. Il y en a une qui disait mais je sais qu'il ne faut pas crier sur son enfant pour faire les devoirs. Je sais qu'il faut être patiente avec lui expliquer, mais je n'y arrive pas. Elle dit je n'y arrive pas parce que voilà, on n'a pas été comme ça avec moi. Ma mère me criait tout le temps dessus. On me tapait quand j'arrivais pas à faire mes devoirs. En fait, c'est le problème, c'est que c'est des comportements qu'on transmet et que on n'en sort pas. Et c'est pas comme ça qu'on va réellement sortir de la violence qui est différente de la puissance. La puissance, quand est-ce que vous la sentez? Quand est-ce que vous sentez que vous êtes en train de faire des efforts pour atteindre une certaine puissance? C'est quand vous êtes dans la patience. La puissance, c'est pas d'éluder les choses et de taper. C'est vrai. C'est d'être patient. C'est là en fait où vous savez, la patience, si on parle d'un, je sais pas moi, d'un prisme peut-être religieux pour vous ramener peut-être les choses, mais le bon Dieu, on dit qu'il est à Sabour, donc c'est lui qui est le plus patient. Donc si on a envie d'avoir un exemple, il n'y a aucun attribut divin, ils sont 99, il n'y en a pas un qui dit le violent. On ne fait pas l'apologie de la violence, même dans la religion, pour vous dire. Alors, on va prendre deux dernières questions. Là, de toute façon, on a compris qu'il y avait deux conceptions qui se confrontent, et celle qui défend, on sait qu'elle existe dans nos sociétés où on considère que l'éducation des enfants, ça passe aussi par la correction. Après la rencontre, je pense que vous aurez l'occasion de continuer à débattre. Je prends deux dernières questions. Bonsoir, merci beaucoup pour cet événement qui est très agréable. Je suis très heureuse d'avoir un écrivain tunisien, étant moi-même franco-tunisienne, ça me fait vraiment plaisir. Et que cette maison d'édition tunisienne soit mise à l'honneur, c'est merveilleux. Ça montre le pouvoir de la littérature et les connexions qu'elle peut générer. J'aimerais rebondir par rapport à l'intervention de la personne qui m'a précédée, pour dire que ça reflète bien finalement la banalisation, la normalisation de la violence qui est totalement ancrée dans certains comportements. Et ça questionne, c'est une question qui est posée dans le roman, je crois aussi, c'est à partir de quand on peut questionner la légitimité de la violence, qu'elle soit institutionnelle ou familiale. Parce que cet adolescent, il a souffert du manque d'amour, et c'est ce qui a généré finalement ce comportement violent. Ce qu'on peut prendre d'après moi comme une allégorie un peu de la Tunisie malade en quelque sorte, et souvent on a tendance à dire oui, vous trouvez des prétextes aux jeunes, ils font des crimes mais vous les légitimez parce qu'ils ont souffert, c'est trop facile. Donc ça reflète un peu l'intervention précédente, il faut être ferme et sanctionner. Donc ça c'était mon commentaire. Ma question c'était la notion d'universalité du roman. Je trouve que le roman a cette puissance de questionner des questions universelles, puisque la violence elle nous touche tous, et il y a beaucoup de résonance au Sénégal, je trouve, par exemple avec la question des enfants talibés, la question de la division de la hiérarchie sociale qui fait qu'il y a quelques classes où on va plus autoriser la violence parce que finalement ils n'ont pas d'autorité protectrice en quelque sorte. Est-ce que vous aviez réfléchi à cette universalité de la violence enfantine, ou est-ce que quand vous l'aviez écrit, vous avez fait ça spontanément et vous êtes rendu compte, en fonction des différentes interventions à droite à gauche, que beaucoup d'enfants dans beaucoup de sociétés avaient les mêmes problèmes? Non, en réalité, je savais que les jeunes étaient mal en point. Ça, vraiment, pour avoir été jeune, pour les côtoyer dans les lycées, je vais vous raconter une petite anecdote. On est en France
et il y a un discours que j'aime pas aussi en France, hein, on parle de violence légitime. De l'État à la légitimité d'employer la violence. Non, c'est toujours une question de fermeté, c'est toujours une question de pédagogie, mais moi je ne comprends pas qu'on puisse par exemple sortir manifester et se prendre un tir de LBD qui est complètement justifié, ou de prendre une grenade d'encerclement. Très honnêtement, je n'arrive pas à le comprendre et à trouver une association au mot violence et au mot légitime. On peut être ferme, on peut être... c'est même le mot, il me déplaît, hein. J'allais dire sévère, mais j'aime pas du tout non plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut beaucoup de patience pour expliquer à quelqu'un, pour l'accompagner à être meilleur. Et on a tous des choses à améliorer en nous. Alors, j'ai fait un atelier d'écriture avec des jeunes lycéens français d'un lycée professionnel parisien. C'était des personnes qui étaient destinées à des métiers de soins de la personne. C'est des futurs aides-soignants, des futurs infirmiers, des auxiliaires de vie, des choses comme ça. C'était le sens de leur bac professionnel. Et la thématique, c'était autour de l'humain. Il fallait leur faire écrire une nouvelle sur une dizaine d'heures à peu près, ou un peu plus, quinzaine d'heures. Les emmener à écrire une nouvelle qui parle de l'humain, de son potentiel avenir, peut-être des prothèses qu'il va être emmené à employer dans un futur proche, tout ce qui est en lien avec ce qu'ils font, le domaine du soin. Et donc j'arrive et je commence à les sentir, à poser des questions pour savoir sur quoi on va travailler. Ils me disent, écoutez monsieur, c'est bien beau de parler de l'avenir de l'homme, de l'avenir de l'espèce, nous on veut revenir quand même à la base, hein. Alors je leur dis, alors c'est quoi la base, dites-moi. Et ils me disent, voilà, il y a beaucoup de personnes qui font des enfants alors qu'ils ne devraient pas. Je leur dis, mais dites-moi, allez, on va creuser. Et en fait, on était dans la période où, pour sortir, pour se balader, il fallait le pass vaccinal, voilà, pour voyager. Et en fait, on a écrit une nouvelle qui s'appelle qui traite du pass parental, où quelles étaient les conditions à réunir pour 2 personnes pour pouvoir avoir un enfant. Parce qu'en fait, avoir un enfant, c'est très facile. Tu sais, il y a une phrase de Stromae dans une chanson qui dit tout le monde sait comment faire des enfants, mais personne ne sait comment on fait des papas. Et ça, c'est vrai. Ces clients, ces enfants, avaient un degré d'exigence. Ils ont imaginé un monde à la hauteur de ce qu'on leur raconte, hein, c'est-à-dire un monde à la dérive, complètement pollué, où il n'y a pas de ressources. Ils l'ont situé en 2053 ou quelque chose dans le genre, mais en fait il ressemble cruellement au monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas envie de regarder tel qu'il est. Et ils ont posé des conditions drastiques, par exemple aucune addiction, même pas la cigarette, aucun antécédent psychiatrique, judiciaire pour avoir des enfants, un pouvoir d'achat monstrueux. C'est-à-dire, ils disaient, voilà, il faut que dans le couple, il faut que... ils ont décidé que pour avoir des enfants, il fallait être 2, pas forcément du même sexe. Ah, ça, c'est vrai, voilà, on peut en être choqué ou pas, mais en tout cas, pour eux, il faut être 2. Et il faut que chaque personne dans le couple gagne au moins 5 000 € en France. Les maîtresses, les profs qui étaient là, elles disaient, mais nous, on n'a pas le droit d'avoir d'enfants dans votre monde. Et les petits leur disaient, mais madame, vous n'aviez qu'à bien travailler à l'école pour être médecin et être avocate. Hein, c'est bien ça ce que vous nous dites tous les jours. Donc, les jeunes sont mal en point, sont en détresse, et en plus aujourd'hui s'ajoute à leur détresse une sorte d'anxiété par rapport à l'avenir que nous on n'a pas, ou peut-être on se dit bon allez c'est pas très grave, mais il y a des gens qui ont 15 ans qu'on dit éco-dépressifs par rapport à tout ce qu'ils entendent. Il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus rien. Ils sont en train de se demander qu'est-ce qu'on leur laisse. Donc j'étais conscient que les jeunes étaient mal en point
Et l'exemple alors le plus criant, ce qui était super, c'est cette petite Suédoise qui est sortie de nulle part, Greta Thunberg, qui était là en train de dire au monde, mais réveillez-vous. Alors on l'a applaudi 2 minutes et après on lui a dit quand même, tu sais quoi, le monde il est plus complexe que ça, retourne à l'école, c'est bien, on t'a déjà assez entendu parler, voilà. Donc j'étais conscient que la jeunesse était mal en point et peut-être que dans mon inconscient, oui, c'était la chose à mettre en avant pour que Belabim soit aussi puissant. C'est que moi j'ai des personnes, des adultes qui sont adultes depuis un moment quand même, qui m'ont dit mais je retrouvais quelque chose de l'adolescent qui était en moi et que j'ai perdu. La révolte, l'ambition, le fait d'imaginer réellement que le monde peut changer. Et beaucoup se sont retrouvés adolescents à la lecture de Belabim. Dernière intervention, Radouane. Je vais essayer d'être bref. Oui, bonsoir. Donc moi j'ai découvert le Belabim l'année dernière sur les conseils de la librairie Plume du Monde et Souleyman. Donc évidemment, bravo, un énorme livre que j'ai lu comme tout le monde avec beaucoup d'avidité. Et là, je vais te tutoyer si tu permets, en t'écoutant parler, il y a beaucoup de résonance. Donc moi je suis ingénieur et j'écris un peu, donc je comprends parfaitement comment on arrive là. Très passionné par le monde de l'enfance et très content d'entendre ce que j'entends. Passionné par Françoise Dolto et toujours bluffé par la pertinence des enfants avec qui je parle, parce que j'évolue un peu en tant que représentant des parents dans le monde des élèves. Voilà, moi je voudrais un peu élargir le débat parce qu'on a beaucoup parlé de Tunisie, mais je rejoins un peu la question universaliste de Madame. Oui, j'ai pas répondu, c'est vrai. Oui, c'est-à-dire que moi j'ai pas vu la Tunisie, j'ai vu vraiment ça d'une manière, voilà, ça peut s'adresser à de nombreuses, populations, civilisations. Je vais aussi dire que par rapport, je vais parler du patriarcat et de la sphère religieuse, principalement de la sphère musulmane. Et entre parenthèses, je trouve que j'ai eu écho de l'intervention que tu as faite au lycée Jeanne d'Arc, et apparemment les questions des enfants étaient très pertinentes. Il y a des questions qu'on n'entend pas ici, voilà. Oui. Donc finalement, il faut bien les écouter. Moi, j'ai l'impression, peut-être pas l'impression, mais j'ai l'impression qu'il y a une régression. Bon, d'abord, je suis musulman, donc je connais très bien la sphère. J'ai l'impression qu'il y a une régression entre les années 60, 70 et maintenant, dans tout ce monde musulman. Il y aura peut-être pas le patriarcat n'a pas trop bougé, mais on a de plus en plus affaire à ce qu'on appelle le fondamentalisme. Et en même temps, donc c'est quelque chose qui est très inquiétant pour nous. Et en même temps, je constate qu'au niveau de la littérature, des écrivains, il y a peut-être cette prise de conscience et ils se saisissent du sujet. Donc il y a Belabim que j'ai lu l'année dernière. Je viens de terminer Confidence à Allah de Safia et Zaïdine. Je viens de terminer aussi un roman qui est actuellement en lice pour le prix Femina au Renaudot, je ne sais plus, Ce que je sais de toi, qui est d'Éric Chakour, voilà, qui parle de l'Égypte des années 60-70. Bon, je citerai aussi un peu au niveau de chez nous Elgas et Mbougarsar. Donc les écrivains s'attaquent un peu à cette sphère patriarcale et religieuse. Et je voudrais savoir, voilà, ça fait un bien fou, hein. Moi je dévore ces ouvrages, je dis enfin des personnes, des écrivains qui disent des choses qui nous donnent un peu d'espoir face à cet obscurantisme. Et je voulais savoir un peu ton point de vue. Je sais que tu as dit tout à l'heure que tu n'étais pas très militant, mais voilà, est-ce que c'est une voie, quelles sont les voies? Et je voudrais juste ajouter que tous les auteurs dont j'ai cité attaquent justement le patriarcat et la sphère religieuse par l'humour. Apparemment, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Alors, une question pour terminer. Ouais. Oui, c'est une vaste question. Pourquoi le fondamentalisme islamiste progresse? Mais en réalité, j'ai l'impression que tous les fondamentalismes progressent. Tous les extrémismes aujourd'hui
connaissent un certain essor, et pas forcément ceux qui sont sous un fond religieux, mais toutes les idéologies aujourd'hui tendent vers quelque chose de grave et de discriminant vis-à-vis des autres. Il y a un documentaire assez intéressant qui n'explique pas tout, hein, parce que c'est des choses qui sont tellement complexes avec énormément d'aspects que ça mérite des thèses, hein. Mais il y a un documentaire qui est assez intéressant qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée » et qui montre aussi la participation, l'essor des réseaux sociaux, de l'algorithmie moderne, dans le fait de t'enfermer dans certaines certitudes et te paver le chemin vers des pensées de plus en plus extrêmes. Si par exemple vous êtes convaincu que la religion musulmane est la meilleure des religions et que vous cliquez sur 2 ou 3 contenus qui vont faire écho à cette pensée, en fait vous allez de plus en plus vous voir proposer un type de contenu qui va vous emmener vers une pensée de plus en plus radicale. Si vous pensez que, je sais pas, que le national-socialisme n'était pas quelque chose de monstrueux à l'époque de l'Allemagne, si vous êtes un Allemand et que vous cliquez dessus, ben petit à petit, vous allez orienter vers des sites et des contenus et inciter à être mis en relation avec des gens qui vous ressemblent et qui ne vous contradisent pas. Donc il faut emmener la contradiction, en effet. Ce qu'il faut faire, c'est proposer autre chose, un autre temps, d'autres idées. Moi, je pointe du doigt ce que je connais. Et croyez-moi que si j'étais catholique, je pense que je m'attaquerais je sais pas, aux mots de l'Église, à beaucoup de choses dedans. Je ne refute pas l'idée de Dieu, au contraire, je la trouve vraiment très attractive de la façon de Pascal. C'est-à-dire, c'est une idée qui est digne de beaucoup d'intérêt, d'investigation. Toutes les religions ont quelque chose à dire sur cette idée. Il faut s'y intéresser. Il faut trouver plutôt les passerelles que les séparations, les divisions, oui. Et surtout rappeler qu'il y a de la place pour tout le monde. Si je fais de la critique envers la façon dont cette religion est pratiquée, c'est pour plus inciter à réfléchir plutôt que être provocateur. Et je suis très heureux, par exemple tu parlais du lycée Jeanne d'Arc, que en effet des petits se posent la question. Et même la question la plus drôle, elle est venue de leur professeur de philo. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais dans le livre, dans Bel Abîme, le petit, il dit voilà, moi je vais pas à la mosquée, j'y suis allé une fois et on m'y a volé mes chaussures. En gros, voilà. Donc c'est pour ça que j'y retourne plus. Et c'est vrai, je veux dire, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont connu. Il y a beaucoup de musulmans qui sont allés à la mosquée, qui sont déchaussés, qui ont laissé leurs chaussures et qui les ont plus retrouvées après. Le professeur, qui était un professeur de philo, me pose la question, il me dit par rapport à ce que vous racontez là, est-ce que vous critiquez Dieu ou vous critiquez la pratique de la religion par le fait que le petit ne veut plus aller à la mosquée? Je dis écoute, si tu penses que c'est Dieu qui a volé ses chaussures, alors je critique Dieu. Si tu penses que c'est quelqu'un qui pratique et qui lui a volé, donc je critique les gens qui pratiquent. Donc voilà, moi je critique plutôt la folie des hommes, leur extrémisme. Et je veux dire, Dieu pour moi est quelque chose qui est inatteignable entre guillemets et qu'on tend à appréhender par énormément de choses. Et c'est une équation qu'on ne résoudra jamais, mais qui nous fait, qui nous fait réfléchir. Et tant mieux. Et ce que j'aime encore mieux, c'est toute la réflexion scientifique, parce que je suis ingénieur aussi comme toi. Et je trouve qu'approcher l'entité divine par le biais de la science est vraiment ce qu'on devrait plus mettre en avant. On devrait plus parler aux petits de cosmologie, de Big Bang, des choses qui sont supposées être
pour des personnes hyper qualifiées qui font des thèses. On devrait vulgariser, on devrait ramener la cosmologie au sein des petites classes, les faire comprendre les processus de création, de l'univers, et les faire approcher l'idée de Dieu d'une autre façon qu'à travers les textes et la pratique dogmatique. Merci beaucoup, Yamen. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la rencontre. Je vais juste rappeler donc que tu es l'auteur des 4 ouvrages qu'on a présentés, La marche de l'incertitude, La sérénade d'Ibrahim Santos, L'âme ardent qui est là devant vous, et Belabim. Te remercier de t'être déplacé jusqu'à nous, de nous avoir offert ce roman et puis de ces échanges. Demain, tu t'envoles pour le Togo, où tu continues encore une tournée, parce que c'est pas le tout, mais ça fait 2-3 jours qu'il est partout, donc je pense qu'il a besoin aussi de se reposer. Vous remercier de votre présence, de la qualité des échanges, et vous encouragez toujours à le lire et surtout à le faire connaître, à le faire découvrir, à propager la bonne parole. Je laisse peut-être la parole à Nogay avant de te laisser le mot de la fin. Merci Souleymane, merci Yamen. Je tenais à te remercier au nom du directeur de l'Institut, qui tout de suite, parce qu'avant on voulait organiser un atelier d'écriture avec Souleymane, mais tout de suite il a dit non, faites la rencontre littéraire, je l'ai vu, il est très bien, il faut partager son expérience avec le public. Donc merci. En général, Dakar porte chance, on espère te revoir ici avec le Gonco et on a foi. Et voilà, à bientôt et merci d'être. Merci beaucoup, merci vraiment pour votre présence. Et si vous avez des livres à signer, n'hésitez pas, hein, je suis là. Et ta phrase fétiche, le meilleur est à venir. Voilà. Merci beaucoup.